Es curioso porque el drama tiene una cantidad de bibliografía enorme. Todos hemos leído infinidad de libros acerca de cómo se construye un drama, pero hay pocos libros acerca de cómo se construye una comedia. Exactamente igual que si pensamos en el pensamiento, ¿no? En la historia del pensamiento. Es decir, hay muchos libros acerca del sentido de la vida o por qué existe el dolor o el sufrimiento, y hay muy pocos libros acerca de la risa. Por ejemplo, hay concretamente un pensador extraordinario que os pilla cercano, que se llama Henrik Bergson, que ha escrito un libro sobre la risa. Pero se ha pensado poco el asunto. ¿Por qué? Porque se cree que la comedia es un fenómeno automático de la mente. ¿Automático? De la mente. Es decir, tú... ¿Sigo? No. Vale. Donc, pour arriver à cette comédie pure dont on parle et qu'on cherche à faire, il faut éliminer donc le réalisateur, comme on disait, mais même le scénariste aussi, tant qu'on y est. Il y a une méthode, et il n'est pas le premier à en parler. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur comment construire un drame. On peut lire beaucoup de choses là-dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de comment construire une comédie. Il y en a très peu. Comme par exemple aussi, il y a beaucoup de livres sur le sens de la vie, la souffrance, sur ces choses-là. Mais on trouve très peu de livres qui parlent du rire, de ce que ça implique le rire. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit, Henrik Bergson, qui a écrit un livre sur ça. Mais il y a très peu de personnes qui ont pensé à cela. Et la comédie, pourquoi? Parce que la comédie est un phénomène automatique de l'esprit. J'ai pas compris. Por eso esta película sufre del problema de buscar un guión y una historia involucrada pues, en mi presente, en mi vida, en las cosas que me importan. Es una base sobre la que partir a la hora de hacer reír a los demás, ¿no? Pero claro, ¿cómo sería esa comedia químicamente pura sin guión? No es que digo que no tenga un guión, quiero decir que no debería tratar de nada. Debería tratar solamente de la risa, de la comedia en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? La solución está en la persecución. Es la persecución la solución. Porque no da tiempo a saber quiénes son los personajes. Esto, quiero decir, esto quizá pueda resultar un poco extraño a mucha gente y puede que no se entienda lo suficiente, pero como guionista, el saber, es decir, la única manera de entender una cosa es detenerla. Eso es algo que quizá no todo el mundo haya pensado y probablemente los guionistas tampoco, pero está en el sustrato real del pensamiento. Tú entiendes algo cuando lo detienes, cuando lo paras. Una cosa en movimiento, no, que es en definitiva el cine, una cosa en movimiento no se deja pensar. Por eso siempre ha habido problemas para explicar el movimiento y el cambio. Si nosotros hiciésemos una comedia en la que todo está en movimiento, en la que todos los personajes huyen precisamente de sí mismos, conseguiríamos reflejar ese momento de movimiento y por lo tanto probablemente conseguiríamos la comedia químicamente pura. De hecho, las películas que lo han intentado han ido por este camino. Donc c'est vrai que ce qu'un réalisateur vit dans sa vie, dans le présent, c'est une base et c'est un moyen de partir à partir de cela pour écrire un scénario. Mais l'idéal, ça serait de ne pas avoir de scénario. Il ne devrait ne pas avoir d'histoire carrément, c'est-à-dire seulement le rire, la comédie pure. Et quelle est la solution pour cela? La persécution. C'est-à-dire... juste avec des personnages qui sont constamment persécutés. Et c'est peut-être
bizarre ce dont je parle, mais si pour un scénariste, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pensé à ça, c'est que l'unique façon de comprendre quelque chose, un personnage ou quelque chose, c'est de l'arrêter, c'est d'arrêter l'action. Justement. Et quand on l'arrête, on arrête le mouvement. Parce que le mouvement, c'est ce qui permet de ne pas penser. Et la comédie, donc, qui aurait un mouvement constant, où par exemple tous les personnages seraient toujours en train de fuir, et en plus de fuir d'eux-mêmes, là, ça pourrait refléter la comédie parfaite du mouvement et la comédie pure. Se me ocurren muchos ejemplos. Bueno, uno de ellos, el más representativo, o para mí el que me resulta quizá más ilustrativo a este nivel, no es una comedia perfecta, no lo es, pero sí explica un poco de lo que estoy hablando, que es El mundo está loco, loco, loco. It's a Mad, Mad World, de Stanley Kramer. Es una película fundamentalmente basada en una persecución, en la que los personajes huyen de una manera desaforada y absurda de una situación. Esto está en Las Brujas, en El origen de las brujas está esto, huir, ¿no? Claro, lo interesante sería pensarlo más, ¿no? Pensarlo un poco más. Entonces, ¿de quién huyen los personajes? Como ya he avanzado antes, de sí mismos. Eso también está en Las Brujas. Se encuentran en una situación imposible y huyen de su propia situación para dejar de ser sí mismos. Pero habría que pensarlo mucho más que esto. Habría que conseguir que en esa persecución nosotros olvidáramos el guión. Consiguiéramos olvidar o no saber o ignorar por qué huyen. Esa sería la clave. Y, por último, ¿dónde surgiría la comedia? La comedia surge en la ruptura. Esto no es mío, es de Bergson. Y tiene razón. La comedia surge en la ruptura brusca de un movimiento. Ahí es donde surge la comedia, que es si se ocurre algo más atómico o protoplasmático que esto, por favor, decídmelo. No existe o sea, el átomo de la comedia es una tarta en la cara de alguien. O alguien que se tropieza y se cae. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué la humanidad se ríe, por muy inteligente o muy complicada que sea o muy traumatizada que esté? ¿Por qué siempre nos reímos cuando alguien cae? Porque está andando, es decir, hay un movimiento mecánico inconstante y se interrumpe. Excusez-moi, ça y est. Alors, un exemple de cela, de ce qu'on disait avant. Pour moi, celui qui illustre le mieux cet exemple, ce dont on parle, ce n'est pas la comédie parfaite, mais c'est un film qui s'appelle Le monde est fou, fou, fou. The world is mad, 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 de Stanley Kramer. Ah si ? Ce sont des personnages qui n'arrêtent pas de fuir et qui fuient de manière complètement folle, voilà, durant tout le film. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans Brujas, dans les sorcières. Mais si on y pense un petit peu plus, de qui finalement les personnages fuient qui exactement ou quoi ? Eh bien, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils se fuient eux-mêmes. Et ça, on le retrouve également dans les sorcières. Les personnages fuient leur propre situation qu'ils n'acceptent pas ou qu'ils ne veulent plus, dans laquelle ils ne veulent plus vivre. Et donc, mais l'idéal, ça serait d'oublier le scénario, ça serait d'oublier l'histoire, d'oublier pourquoi ils fuient, en fait. Et à ce moment-là, d'où surgit la comédie ? Et ça, c'est... en fait, elle surgit de la rupture. Alors Bergson l'a dit, je suis d'accord avec lui, et c'est de la rupture brusque d'un mouvement. C'est là où arrive la comédie. Quand est-ce que les gens rigolent ? Vraiment, l'atome de la comédie, c'est quand c'est la tarte dans la figure. C'est quelqu'un qui tombe. Là, n'importe qui, même très intelligent, va rigoler. C'est automatique, c'est très humain. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement mécanique qui s'interrompt.
El ejemplo que pone Bergson es más primitivo aún. El origen, según dice, el elemento atómico del humor es la caja que con un resorte suelta un payaso. O sea, tú estás oyendo una música, ¿no? Bozo se llamaba la caja en el payaso Bozo o algo así. Sí, no me acuerdo cómo era. La tenía yo la caja. Tú tienes una caja con una música ¡tum! Sale un payaso y te asustas y te ríes. Eso es como el átomo de la comedia. ¿Y en qué consiste eso? Precisamente en eso, en la ruptura de un movimiento. En definitiva, personajes que huyen de sí mismos, es decir, que no tienen identidad, huyen de una situación que está fuera del guión. Tú ya les entiendes y les comprendes cuando han perdido su identidad y su lugar. Por lo tanto, tendría que ser una comedia en la que personajes sin identidad huyen a un sitio desconocido y provienen de un lugar sin origen. O sea, sería la ruptura del tiempo, en el sentido de no hay tiempo porque solo hay movimiento y no hay principio ni fin, y tampoco hay personajes. Eso sería la comedia químicamente pura. Eso es lo que me gustaría intentar. L'exemple que donne Bergson est encore plus primitif que ce dont je viens de parler. L'élément, pour lui, l'élément atomique, atomique, de la comédie, c'est la boîte d'un clown, la boîte du clown. Vous savez, la boîte qui fait de la musique, je ne vais pas le refaire, hein, et qui tout d'un coup, paf, s'arrête et sort le clown. Voilà. T'as peur et après tu rigoles. Eh bien, ça, c'est cette rupture du mouvement dont on parlait, justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans cette comédie? Des personnages qui fuient d'eux-mêmes et qui n'ont pas d'identité. C'est-à-dire que la situation qu'ils sont en train de fuir, elle est en dehors du scénario. On ne la connaît même pas. Et ensuite, on ne sait pas non plus vers quel endroit ils fuient. Donc, le seul moment qu'on a dans le film, c'est cette fuite des personnages, de personnages qui n'ont pas d'identité, qui ne sont pas des personnages finalement. Et c'est ça, la comédie pure. Et c'est ce que j'aimerais arriver à faire. Bueno, todo esto viene a que ese es el origen de la película y no he conseguido lograrlo. O sea, no he conseguido eso. Pero algún día lo conseguiremos. Voilà donc l'origine du film, mais je n'y suis pas arrivée, mais un jour j'y arriverai. Pero en la base de Las Brujas ya hay elementos que de una manera intuitiva van marcando ese camino, que son los personajes viven una situación familiar o sexual, lo que sea, como lo queréis llamar, que no está en el guión. Ellos no vemos cómo ellos sufren con las mujeres, pero huyen de un lugar que es Madrid, ¿no? Y en esa huida caen en el castigo, lo que se supone que es el castigo a su soberbia por intentar abandonar el mundo, ¿no? Y en ese castigo se incluye esta mujer. Donc ça, c'est un peu la base, justement. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans Les Sorcières. C'est la base intuitive de ce chemin-là que j'essaie d'avoir pour arriver à cette comédie pure. Ici, on a une situation familiale, sexuelle aussi, mais que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas comment ces hommes souffrent avec leurs femmes. Et en plus, ils fuient. Ils fuient leur situation et ils s'en vont de Madrid, mais finalement, ils arrivent dans un endroit où ils sont punis. Punis pour cette prétention, justement, cette prétention de croire qu'ils peuvent fuir le monde. Y ya para acabar mi rollo, para acabar el elemento teórico este que me gusta tanto y tal, que soy tan pretencioso y tal, sería involucrar este concepto con la idea de cine. Porque el cine, en definitiva, no es más que pequeños intervalos, o sea, pequeños fotogramas, en realidad estáticos, que generan una imagen de movimiento. Esa imagen de movimiento se proyecta sobre una pared, teóricamente, o en un ordenador, o como queráis, ¿no? Y generan movimiento. Es decir,
El cine es esa imagen en movimiento. Si no hay movimiento, no hay cine. Por lo tanto, el cine no es diálogo, ni son personajes, son sombras en movimiento. Y yo creo que eso es importantísimo para entender cómo funciona no solo la comedia, sino en definitiva la narración. Si no se mueven, no son cine. Et pour finir donc toute cette histoire de théorie, on peut justement ce concept aussi l'intégrer au cinéma. Parce que le cinéma, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement des photogrammes, donc c'est-à-dire des images fixes, statiques, qui, parce qu'elles ont un mouvement, donnent et qu'elles sont projetées sur un écran, donnent le cinéma. Et donc, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de cinéma. Mais dans cette projection, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de personnages, il n'y a que des ombres qui passent. Et ça, c'est la narration. Parce que la narration, finalement, ce n'est que le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de cinéma. Todo esto, obviamente, lo puedo decir aquí en Nantes, pero no lo puedo decir, yo qué sé, no lo puedo decir en... No voy a poner ningún ejemplo para que no haya problemas. Pero vamos, no lo puedo decir en Miranda de Ebro, porque me tiran una piedra. Quiero decir que vosotros no es que seáis un público más selecto, digamos que sois un público más paciente. Y en ese sentido me aprovecho. Bon, ça, je peux le dire à Nantes, mais je ne peux pas le dire n'importe où. Et d'ailleurs, je ne dirai pas d'endroit pour ne pas avoir de problème. Mais je peux le dire ici parce que vous êtes un public attentif, qui aime le cinéma et qui aime apprendre aussi, mais aussi parce que vous êtes un public patient. Et donc, il en profite. Si ahora queréis hacerme alguna pregunta o hacernos alguna pregunta a Carolina y a mí, estaremos muy orgullosos de poder responder. Donc, si vous avez des questions Aunque maintenant lo hagamos mal. À Caroline ou à Alex, allez-y. Hola, sí. Vale. Hola. Hola, Alex, soy de Miranda del Ebro y... Gracias, lo sabía. Miranda del Ebro, es que no... Antes hablabas brevemente del proceso de creación de las historias de tus películas y tú acostumbras a escribir con Jorge Garrica Echevarría casi todas tus películas y está claro que en las películas se ve que tenéis un entendimiento. Entonces quería ver si podías hablar un poco de ese proceso de creación, de cómo trabajáis tú y Jorge y cómo es trabajar con otra persona en el guión. Alors, excusez-moi, il y a une petite blague que je n'ai pas traduite parce que tout à l'heure il disait je ne veux pas dire où on pourrait, avec quel public je pourrais raconter cela. Et il a parlé de Miranda del Ebro, voilà, ça doit être un petit village quelque part que je ne connais pas. Et il a dit justement je suis de Miranda del Ebro. Voilà, c'est pour ça que tout le monde a rigolé, excusez-moi, je n'ai pas pu tout raconter. Alors il lui demandait justement de parler du processus de création avec son scénariste de toujours. Pues el proceso de... no sé. No sé cómo se hace. Je ne sais pas comment ça se fait. No lo sé. Je sais pas. Digamos que tenemos una intención, hay una intención primigenia, ¿no? Hay una especie de intuición básica de intentar contar un algo, ¿no? Un algo. Bueno, os lo voy a contar con la próxima película que estamos escribiendo ahora. No voy a desvelar nada, pero yo por mi lado quería contar una cosa, porque había visto algo que me había llamado muchísimo la atención a mí y a todo el país. Un anuncio, no voy a decir más. Y entonces le dije, quiero hacer una película sobre esto. Y él me dijo, no lo veo. Es algo muy concreto en el tiempo. Esto tiene fuerza ahora, pero dentro de 1 año o 2 años no lo va a tener. No vamos a centrarnos en algo coyuntural, digamos, ¿no? Y él, por otro lado, me dice, yo quiero hacer una película sobre un programa de televisión. Y yo le digo, no ya de entrada, aunque no, solo por llevarle la contraria, no.
Entonces él me contó qué es lo que quería contar en ese programa de televisión y, sin embargo, esa idea protoplasmática, esa especie de idea celular inicial, me resulta increíblemente atractiva, porque la base de la idea es una de las constantes en muchas de nuestras películas, también inconscientes. O sea, es curioso porque, bueno, no me voy a extender mucho, pero vamos, también nosotros somos espectadores de nuestras películas y entonces descubrimos también constantes que no son en absoluto conscientes, pero que tú mismo de pronto dices, oye, he hecho 7 películas en las que sale un enano con alas, aquí hay un problema, ¿no? Espera, ¿no? Voy, ¿no? Sí. Alors, l'intention en fait de base, c'est qu'on veut raconter quelque chose. On ne sait pas exactement quelque chose. Mais bon, pour parler de manière plus concrète, je vais vous parler du film qu'on est en train d'écrire, sans rien vous révéler, ne vous inquiétez pas. Il y a une chose que moi je voulais raconter à tout prix, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui d'ailleurs que beaucoup de monde en Espagne a été un peu choqué par cela, et c'est juste une pub en fait. Et lui, donc mon co-scénariste, m'a dit non, on ne peut pas parler de ça, c'est trop concret, ça peut être de la force maintenant, mais dans un an, ça n'aura plus la même force. C'est trop de conjoncture, une histoire de conjoncture. Donc lui, par contre, m'a parlé de ce qu'il avait envie de raconter, notamment à partir d'un programme de télé, une émission de télé. Et lui, il a directement dit non, juste pour lui faire... pour l'emmerder, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, il lui a quand même raconté cette histoire, son co-scénariste. Et c'est une histoire donc, sur une émission de télé. Et en fait, cette histoire, il l'a trouvée vraiment attirante. Et il s'est rendu compte qu'il y a en fait des récurrences constamment dans leur filmographie, dans les films qu'ils font. Mais ils en sont inconscients parce que des fois, quand ils revoient leurs films, ils se rendent compte qu'en effet, dans tous les films, il y a tout d'un coup un nain avec des ailes. Donc, en effet, ils se disent « Ah, là, il y a quand même quelque chose qu'on raconte à chaque fois. » Voilà. Y esa idea que se repite en varias películas y que parece que nos obsesiona es, y esta va a ser una película exclusivamente dedicada a eso, es la idea de la fiesta falsa. La fiesta falsa. Es algo que nos encanta. Es fingir una felicidad que no existe. Pero no por parecer una persona feliz, sino para hacerle daño a otro. Es lo interesante. O sea, el decirle a otro, mira qué feliz soy. Es que no paramos de estar todo el día de juerga. Y es mentira, ¿no? Pero fingirla al máximo, fingirla con toda la fuerza y la vehemencia del mundo, ¿no? Es decir, en Muertos de Risa hay un momento que es el prototipo de eso, que es colocar figuración riéndose delante de una ventana para que el otro vea fiesta con unos altavoces en la ventana, ¿no? Para decir, mira cómo me lo paso, ¿no? Para hacer daño solamente a otro, ¿no? O sea, fingir una felicidad que no existe para hacer daño a los demás. Y es una película que solo trata de eso. Et on s'est rendu compte d'une chose, justement, qui est un élément qui est récurrent vraiment et qu'on adore, c'est la fête qui est fausse, en quelque sorte. C'est-à-dire que, je m'explique, c'est montrer qu'on est heureux alors qu'on ne l'est pas, mais pour faire mal à l'autre, pour qu'il soit envieux de ce bonheur qui n'est pas vrai. Et montrer à quel point on est heureux et qu'on fait la fête toute la journée, mais le montrer avec force, mais quelque chose qui n'est pas vrai, mais juste pour titiller l'autre, pour lui faire mal. Et dans Mort de rire, on avait déjà ça. On avait cette scène avec des figurants qui étaient placés devant une fenêtre avec de la musique, mais c'était que des figurants avec de la musique forte justement pour que le voisin d'en face voit qu'ils étaient en train de s'amuser comme des fous, alors que c'était que de la figuration et c'était juste pas vrai, voilà, juste pour rire. Et ça, ils veulent faire un film que là-dessus, que sur ce thème-là. Y con respecto a cuál es el proceso de trabajo, pues yo creo que para poder trabajar necesitas tener una confianza absoluta con la persona con la que estás escribiendo, ¿no? Porque somos tan soberbios y tan vanidosos que
el trabajo podría ser imposible con otra persona que no te conociera absolutamente, ¿no? Entonces necesitas tener la confianza para decir, menuda chorrada has dicho. O sea, eso es una idiotez, no quiero hacerlo. Y el otro tiene que tener la misma confianza contigo, ¿no? Para poder negar cosas con tranquilidad, sin pensar que le vas a ofender o que va a haber un problema, ¿no? O sencillamente por el hecho de que él cuenta algo que él cree que es gracioso y tú no te ríes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que haber una enorme complicidad con el otro, ¿no? Y yo creo que, salvando también las astronómicas distancias, lo explicaba muy bien Buñuel con Dalí. O sea, cuando están escribiendo el perro andaluz, uno decía, pues colocamos 700 curas de una montaña y caen sobre una hormiga. No. Ponemos una mano llena de hormigas y una tía en pelotas, sí. Y alguien arrastra un piano y encima del piano hay una vaca y 3 curas. Vale. Es momentos automáticos de afirmación de algo que no se puede explicar, ¿no? Porque tú en realidad en el fondo no puedes explicar por qué una cosa te gusta, es una cuestión de opinión. Es como un señor que se muere y tal y dice Rosebud. No. Y no se hubiera hecho. Yo creo que... Pero tampoco es particularmente ocurrente. O sea, es una vez vista y hecha y concebida, cobra una dimensión épica. Pero la idea en sí misma, dicha en una mesa, te aseguro que es fácilmente negable o desestimable. Donc, pour parler de ce processus de travail, en fait, il faut une vraie confiance, une confiance absolue entre les deux personnes qui écrivent. Parce que il faut quelqu'un qui te connaisse bien et qui puisse te dire « Non, ce que tu racontes, c'est vraiment pas drôle, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. » Et pouvoir rejeter une idée, quelque chose qui soi-disant ferait rire, mais sans blesser l'autre, justement. Et ça, c'est la confiance qui permet cela. Une énorme complicité également. C'est comme, sans comparer évidemment, comme Buñuel et Dali qui font le chien andalou. Et par exemple, il y en a un qui dit on a 100 curés qui vont tomber sur une fourmi. Non, c'est pas possible. Bon, alors une main avec des fourmis qui sortent. Ah oui, ça d'accord. Après un piano, un curé qui tire un piano avec une vache et puis un âne mort dessus. Ah, ça aussi. Bon, voilà, ça. Il y a des choses qui marchent et d'autres, ils vont y croire, mais d'autres qui ne marchent pas. Il y a des idées comme ça qui, sur une table à discuter, ne fonctionnent pas. Mais après, des fois, on voit que tournées, elles sont magnifiques, elles peuvent devenir même épiques. Comme par exemple, un homme qui meurt et qui dit « Rosebud ». Ça, c'est une idée, voilà, c'est pareil. Non, mais finalement, ça peut marcher aussi. Il faut oser. ¿Quelqu'un d'autre de Miranda de Ebro? Yo le voy a hacer una pregunta a Carolina Bang. ¿Cómo me aguantas? Alors, une question à Carolina. Mais comment fais-tu pour me supporter? Pues con mucha comedia. Avec beaucoup de comédie. Bueno, yo no soy de Miranda de Ebro, soy de Coruña, pero quería preguntarte, en la película se ven muchas cosas en relación con la cultura vasca. El lauburu, las chalapartas, el matriarcado. Me gustaría saber si el personaje de Luismi, lo estuve pensando cuando la veía, tiene algo que ver con los secuestros que realizaba ETA, si es una referencia humorística. Luismi. Sí. El secuestro de... no me acuerdo ahora del nombre. Sí, bueno, ETA... La question. Ah, sí. Alors, dans le film, il y a une énorme référence à la culture basque. Et à un moment donné, il y a ce personnage de Luismi qui est donc enfermé très longtemps. Et il voulait savoir si ça faisait une référence à ces otages qui étaient enfermés pendant longtemps par ETA, le TA.
Hombre, yo creo que el Euskadi está presente en todas nuestras películas, en todas las películas que hemos hecho Jorge y yo. Lo que pasa es que quizá lo hemos hecho de una manera bastante elusiva, ¿no? Pero está presente todo el rato, desde Acción Mutante. Acción Mutante es una parodia de un grupo terrorista, es una parodia de ETA, claramente. Copiábamos una fotografía de Gara para hacer el grupo terrorista y el personaje de Resines es un traidor, es una especie de Yoyes, ¿no? Es un tío que traiciona a sus compañeros y tal para conseguir sus propios fines. O sea que ya estábamos hablando un poco de lo que todos teníamos en la cabeza en ese momento, ¿no? De cómo se comportaba la gente alrededor del problema y sobre todo cómo se comportaban ellos mismos ante la violencia, ¿no? Y la violencia ha estado presente en todas nuestras películas, o sea, como un elemento narrativo indispensable, ¿no? El Día de la Bestia no deja de ser un cura precisamente una especie de trasunto de Barandiarán o de Caro Baroja que viaja a Madrid a buscar el anticristo. Eso no deja de tener una lectura política evidente, ¿no? Perdita Durango también, o sea, Perdita Durango también es la historia de un secuestro en la frontera. 800 balas, podría hablar de cada una, pero todas tienen una lectura política, o sea, normalmente esto no lo contaba antes, pero ahora sí puedo contarlo. O sea, 800 balas es la historia de un grupo de galos locos que viven en un poblado, como en Asterix, encerrados en un decorado ficticio, intentando fingir una realidad que no existe y recuperar un pasado que tampoco existió. En relación con una idea, pues eso, de que en realidad es lo que ocurre con todos los nacionalismos románticos, ¿no? Que intentan reivindicar un pasado que realmente no existe, sino que se lo han imaginado. Por eso son tan poderosos. Por eso el deseo de nacionalismo es tan poderoso, porque realmente no lo han vivido. Eso también ocurre en todas, y en esta también, sin duda, ¿no? Y efectivamente la película es una constante referencia a elementos y a símbolos matriarcales vascos, ¿no? Digamos que la Lehendakari, ¿no? la gran madre de todos los vascos, ¿no? que es Carmen Maura en la película, intenta reivindicar un mundo que ya no funciona en el mundo real. Ellos vienen de Madrid, llegan a Euskadi y se encuentran con otro mundo en el que efectivamente todo está gobernado por mujeres, ¿no? Y repito, Carmen intenta defender un mundo imposible, un mundo que también ya ha desaparecido y que tampoco ha vivido, o sea, que quiere buscar que ocurra. Y Carolina, precisamente, el personaje de Carolina es como, pues bueno, como una nueva Euskadi, ¿no? Alguien que dice, esto, tu reino, vamos, concretamente utiliza una frase bíblica, ¿no? O del Nuevo Testamento, ¿no? Tu reino no es de este mundo ya, madre, ¿no? Esto ya no funciona ya, le dice en un momento, ¿no? En ese momento en que se están peleando en lo alto, ¿no? O sea que sí, efectivamente hay un montón de elementos que conforman lo que no deja de ser una comedia, porque tampoco quiero que os lo toméis en serio. Euskadi, le Pays Basque, est présent dans tous nos films, de manière plus évocatrice, on va dire, dans certains films, mais elle est présente dès le début. Dans Action Mutante, le premier film, c'est une parodie d'un groupe de ETA. À un moment donné, il y a un personnage qui trahit ses compagnons, et c'est le personnage de Yoyes qui a aussi justement trahi ses collègues. Donc c'est comment le comportement des gens vis-à-vis de ce groupe-là de l'ETA, mais également de l'ETA même, des gens dans l'ETA face à la violence, comment ils réagissent face à cela.
La violence est un élément narratif très important dans nos films. Il y a aussi dans Le jour de la bête ce curé qui vient à Madrid chercher l'antéchrist. Bon, on n'a pas besoin de faire un dessin non plus. Perita Durango, c'est aussi une prise d'otage à la frontière. Il y a toujours une lecture politique finalement. Ça, je ne le disais pas avant, mais maintenant j'ose le dire. Par exemple, dans 800 balles, ce sont aussi un groupe d'hommes qui sont un peu fous et qui font semblant de vivre une réalité qui en réalité n'a jamais existé. Le western n'est qu'une réalité dans le cinéma. Et ils essaient de récupérer donc un passé qui finalement n'a pas existé. Ce sont comme c'est comme ce nationalisme romantique un petit peu. Ils essaient de récupérer un passé qui n'a pas existé, qu'ils n'ont pas vécu. Parce qu'ils n'ont pas vécu, ils y tiennent encore plus à le faire revivre. Et c'est vrai que dans le film, il y a énormément il y a une constance justement de références matriarcales basques, parce que Leundenkari, la grande-mère des Basques, est représentée par Carmen Maura, et qui elle, veut un monde où la femme serait reine, mais c'est un monde qui ne fonctionne plus. Mais c'est un monde qui n'a pas existé non plus finalement. Elle voudrait qu'il existe. Elle essaye de faire en sorte qu'il existe, mais il n'a pas existé. Donc c'est du même ordre finalement. Et il y a cette phrase justement que dit Caroline quand il y a cette bagarre dans les airs de Turenne, tu ne fais plus partie de ce monde, qui est une phrase tirée directement de la Bible, ou de l'Ancien Testament plutôt. Non, c'est l'Antiguo Testamento. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pardon. Hola, tengo una pregunta sobre los dos personajes que me han llamado mucho la atención, que son los personajes de Santiago Segura y de Carlos Areces, que no sé si hacen de mujeres o de travestis, y simbolizan algo o... Je voudrais parler des deux personnages de Santiago Segura et Areces qui font donc deux femmes. Et je voudrais savoir s'ils font des femmes ou des travestis. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. No lo sé. Je ne sais pas. No tengo una respuesta inteligente con respecto a ese tema. Fue como una especie de intuición de que eso tenía que ser así. Digamos que son dos señoras de Bilbao. Son dos señoras de Bilbao, entonces pensé que la mejor manera de hacerlo es que fueran hombres. Tampoco te sé explicar por qué, porque igual dos mujeres sería como muy obvio. Una señora de Bilbao es alguien tan encantador que manipula tu vida hasta llevarte a la muerte. Te conduce a un infierno y tú vas encantado. Destroza tu vida con cariño. Ven aquí, hijo mío, ven, te he traído la merienda y tal, pero déjame, por favor, tal. No, toma la merienda. Aquí tienes la merienda. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Ya lo tienes todo claro? Eso yo no lo haría. Haría esto otro. Ponte aquí, mira esto, piensa esto otro. Contrólate, no te pases. Eso no es gracioso. Eso está bien. Vente a casa. Es decir, es de alguna manera, esa especie de Deus ex machina. Es como la aparición de Dios en la tierra, ¿no? Es la obligación por antonomasia, porque encima no puedes evitarlo. Tienen razón. La mujer es el animal más peligroso que existe en el mundo porque tiene razón. Es un animal que tiene razón. O sea, el hombre, digamos que está en la tierra en unas condiciones de libertad exiguas. Pero lo que está claro es que la mujer es el elemento que ha enviado, no sé si Dios o el demonio, para obligarnos a colocarnos en un lugar determinado en la realidad. Es decir, y además es que tienen razón. O sea, tú puedes estar a favor o en contra del pecado, del odio, del amor, de la fe o de la razón. Pero lo que está claro es que lo que te diga la mujer que tienes a tu lado
es verdad. Y eso da mucho miedo. C'était une intuition en fait, ça devait être comme cela. Et c'était en fait le rôle de deux dames de Bilbao. Et je trouvais que c'était la meilleure façon de les peindre finalement, ces femmes-là, c'était d'y mettre des hommes, parce que ça aurait été trop évident de mettre deux femmes. Ces femmes-là, elles existent, ce sont des femmes qui sont charmantes, mais qui vous manipulent la vie à un tel point qu'elles vous amènent à la mort. Elles vous conduisent à l'enfer et vous êtes ravis. Voilà. Ce sont des femmes qui n'arrêtent pas de vous dire de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais le pire, ce sont des sortes de Deus machina, comme si Dieu les avait mis là sur terre, juste pour embêter l'homme en quelque sorte. Mais je vais détailler après. Mais le problème, c'est qu'en plus, elles ont raison. C'est ça qui est dur à avaler. Et les femmes sont des sortes d'animaux qui ont raison. C'est pour ça qu'elles sont très, très dangereuses. Et l'homme, finalement, est sur Terre en liberté conditionnelle. C'est-à-dire que c'est la femme qui lui dit ce qu'il doit faire et en plus, elle a raison. Et c'est ça qui fait peur. Además, no es una cuestión de contenido, es una cuestión de posición en el mundo. Es decir, si te dicen que sí, es verdad, y si te dicen que no, también es verdad. O sea, cambia el mundo. El mundo se transforma para que ellas tengan razón. ¿Y eso por qué es? Es muy interesante saber por qué es. O sea, es porque, digamos que ellas construyen el contenido. O sea, el contenido, o sea, las posibilidades de entender el mundo de una manera abstracta es una construcción absurda, artificial del hombre. Ellas están en contacto directo con la verdad y no necesitan que su verdad tenga sentido. Es verdad. O sea, las mujeres se mueven en un mundo de intuiciones. Es decir, la mujer antropológicamente hablando, ¿no? O sea, es un mundo de intuiciones que tiene un contacto directo con la realidad. Nosotros, que no tenemos ese contacto directo con la realidad, tenemos que construir un mecanismo abstracto de razonamiento para llegar. Por eso ellas siempre tienen razón. Il n'y a pas de contenu. C'est une histoire de position dans le monde. Attends. Alors le monde se transforme pour qu'elles, finalement, elles aient raison. Parce que si elles disent que ça c'est comme ça, elles ont raison. Mais si elles disent le contraire, elles ont raison également. Donc les hommes sont obligés de construire un raisonnement abstrait pour arriver à comprendre le monde. Mais les femmes, comme elles sont en contact permanent avec ce monde-là, et donc avec la vérité, elles n'ont pas besoin de le construire. Elles sont directement dans la vérité. Parce que les femmes sont plus intuitives, et c'est comme ça. Et l'homme ne l'est pas. Donc pour cela, pour compenser ce manque, ils sont obligés de construire de manière abstraite le monde, pour pouvoir le comprendre. Mais la femme, elle n'a pas besoin de le construire, elle l'est dans ce monde. Bonsoir, félicitations pour votre film. J'ai passé un très bon moment à le voir. Je voulais juste savoir ce que faisaient Angela Merkel et Madame Thatcher dans le générique. Pourquoi Que faisaient oui, parmi les sorcières et toutes les illustrations des sorcelleries d'antan. Hombre, pues porque son el perfecto ejemplo de brujería en el mundo actual, ¿no? Parce qu'elles sont l'exemple parfait de sorcellerie dans le monde actuel. Pero no desde un punto de vista negativo, tampoco, quiero decir, no hay una visión peyorativa de la mujer bruja en absoluto, al contrario. O sea, lo primero que hay es respeto, lo segundo admiración y lo tercero y más importante, mucho miedo. Entonces, yo creo que todo lo que me gusta en la vida me da miedo. Merkel me da muchísimo miedo. En este momento Merkel domina el mundo. Thatcher lo hizo en su momento. Pero también hay mujeres que
que no me dan precisamente miedo, sino sí me lo dan. Pero más las admiro, como puede ser Frida Kahlo o Simone de Beauvoir, como se ven también en los títulos de crédito, ¿no? O mujeres como Bette Davis o Greta Garbo, ¿no? Son mujeres que precisamente su atractivo o su sexualidad, su poder sexual está en el miedo que generan, en que son inabarcables, ¿no? Intenté durante 3 meses conseguir una foto de Yoko Ono, porque yo quería a Yoko Ono en los títulos de crédito, pero desgraciadamente Yoko Ono se enteró y me pidió el guión de la película, y entonces ya ahí no me atreví, no se lo mandé y me tuve que quedar sin Yoko Ono. Mais ce n'est pas dans un sens négatif que j'ai dit ça, ce n'est pas péjoratif non plus, parce que face à cela, moi j'ai beaucoup de respect, d'admiration et de peur également. Tout ce que j'aime dans la vie finalement me fait peur. Merkel me fait peur, mais parce qu'elle domine aujourd'hui le monde, comme Thatcher l'a dominé à son époque. Mais il y a d'autres femmes aussi, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Bette Davis, Greta Garbo, qui sont des femmes aussi justement que j'admire, mais qui également me font peur quelque part, surtout des actrices comme Bette Davis ou Greta Garbo, qui par leur sexualité semblent inaccessibles. Et pendant 3 mois, j'ai essayé d'avoir la photo de Yoko Ono. Mais en fait, elle a été mise au courant et du coup, elle a demandé le scénario et j'ai pas osé lui envoyer. D'autres questions? Une dernière. A mí me gustaría saber si hicieses una película de comedia pura, que se tratase solo de hacer reír, ¿no te da miedo que la crítica la puede tachar de hueca, de poco banal, que no hayan comprendido a lo mejor la lectura política que se puede hacer porque te has centrado demasiado en la comedia? Si jamais tu faisais un film donc, de comédie pure dont on parlait avant, est-ce que tu n'as pas peur que la critique la traite de creuse, sans contenu finalement? Me parece una pregunta muy interesante. C'est une question intéressante. En absoluto, eso sería un problema, al contrario, sería un privilegio hacerlo. Porque, disculpadme, pero lo normal es que la crítica vaya como con un delay de 20 años, con respecto a todo. Con esto no quiero hablar mal de la crítica, tengo muchos amigos críticos, pero normalmente no es un elemento a considerar, en el sentido de que es como si tú vas a la guerra y te preocupas de la pinta que tienes con el rifle. Tú imagínate que estás en Vietnam y estás pensando, ¿qué tal estoy así? Como si te fueran a sacar una foto, ¿no? ¿Qué tal así matando? Entonces, obviamente no duras un segundo, te pegan un tiro en la cabeza inmediatamente, ¿no? O, si quieres un ejemplo más gráfico, es como si te preocupases de cuál es tu aspecto en el momento en que estás haciendo el amor. O sea, tú te encuentras en ese momento en la cama y estás diciendo, ¿qué tal estoy? ¿Qué tal aquí? ¿Tú crees que esta postura me conviene o es mejor de espaldas? Es decir, estás involucrado en una situación tan absolutamente apasionante, por un lado, o quizá en la que te estás jugando la vida, que la opinión de un grupo de gente que ni ha estado en la guerra ni nunca ha hecho el amor te puede impedir tu camino directo. Eso te ha sido un buen ejemplo, ¿eh? Ça serait un privilège pour moi de faire cela, parce que pour moi, la critique a toujours un retard de 20 années sur le cinéma qui se fait actuellement. Et je dis ça, et j'ai des amis qui sont critiques, mais j'ose quand même le dire. Par exemple, un exemple, il ne faut pas considérer vraiment la critique. Tu vas à la guerre et tu te demandes quelle tête j'ai avec ce fusil-là. Est-ce que je suis bien?
tu te dis, attends, le temps que tu te poses la question, c'est bon, on t'a flingué. Donc, il y a un autre exemple également, quand tu fais l'amour, tu es dans une certaine position, tu te dis, quel est mon avis? Est-ce que tu es bien dans cette position? Est-ce que tu es beau? Non, est-ce que cette position me va mieux? On ne peut pas se poser ce genre de questions quand on fait les choses. Et justement, faire un film, c'est une situation tellement passionnante, tellement où tu te joues la vie, où tu risques ta vie, c'est tellement prenant que finalement, qu'un groupe de gens disent ce qu'ils en pensent alors qu'il n'a pas été à la guerre et il n'a pas fait l'amour, tu t'en balances. No, evidentemente es que ese es el riesgo. Yo creo que también incluso, fíjate, te diré que en una segunda lectura ellos lo valorarían, porque es una idea terriblemente abstracta, o sea, es intentar hacer como... es convertir en matemáticas una comedia. Es como si de pronto tú pudieras, en una comedia, eliminar a los personajes de la historia y la constante y solamente exhibir pues, el juego de números precioso que compone la ecuación. Por eso te digo que sería eso, a conseguir evitar pues el engorro de que haya seres humanos involucrados, que solamente haya risa. Como sí se ha hecho lo contrario, o sea, sí hay ejemplos de solo drama, o sea, de dramas químicamente puros en los que no hay una sola risa o no hay solamente un elemento ficticio, sino que todo es pasión o drama o dolor. Pero la comedia nadie la ha pensado en serio, o muy poca gente la ha pensado en serio. Buster Keaton lo hizo, y Buster Keaton está muy cerca de lo que te comento. El maquinista de la General o el jovencito Sherlock Holmes contienen precisamente esa ausencia, sobre todo el maquinista de la General, el héroe del río. El héroe del río se asemeja mucho a lo que te estoy diciendo, y más aún el corto de las que lo teníamos en la cabeza constantemente para hacer Las Brujas, el corto en el que Buster Keaton es perseguido por miles de mujeres vestidas de boda. Ese es el camino. Es un concepto vacío, abstracto, en el que hay movimiento, no hay personajes. Buster Keaton nunca sonríe. Buster Keaton no es en realidad una persona, sino que es un esquema, es una especie de estructura vacía en la que nos colocamos todos. Le drame a été pensé. Le drame, il y a des films qui sont faits dramatiques où il n'y a pas un seul rire, où il n'y a pas un seul élément comme ça qui apporte le rire. Mais par contre, un film où il y a juste des rires, ça c'est très peu fait. Hein. Et parce qu'on n'a pas pensé la comédie sérieusement. Buster Keaton est celui qui se rapproche le plus justement avec ses différents films, et notamment un court-métrage qu'il a fait, qui est d'ailleurs un film sur lequel on pensait pendant Les Sorcières, qui est ce court-métrage où il est poursuivi par des milliers de femmes habillées en robe de mariage. Et voilà, c'est ça, c'est lui qui se rapproche le plus finalement. C'est un concept vide, abstrait, avec un personnage de Buster Keaton qui ne sourit jamais et qui finalement qui n'est qu'un schéma dans lequel justement nous-mêmes on peut s'intégrer, on peut rentrer et inventer nous-mêmes le personnage. Bon, on va terminer là. Ah non, il y a une dernière. Une question. Sí, lo que queráis. Quería preguntarle a Carolina cómo ha vivido ella su proceso de trabajo en la película, cómo ha sido la creación de su personaje y cómo es la relación con el director en el rodaje, y también la sensación después de ver montada la película. Alors, quel a été le processus de création du personnage de Carolina, quelle a été la relation avec le réalisateur durant le tournage, et ensuite, quel a été l'effet, la sensation de voir ce personnage sur écran? Pues la verdad es que no es la primera vez que he trabajado con Alex, cosa que lo hace bastante fácil porque ya entiendo más o menos lo que quiere, ya puedo entender más o menos lo que busca. Y la primera vez que leí el guión, yo le dije, ¿pero qué te han hecho a ti las mujeres? O sea, ¿qué te ha hecho, no sé, tu madre, tu hermana? ¿Qué te han hecho? Porque... Pero bueno, luego
efectivamente, si lo lees entre líneas, es absoluto respeto y miedo que tienen las mujeres, bueno, como lo he explicado hace un momento. En este rodaje pues me ha pasado como en los otros, que me sorprende desde que lees el guión, cuando ruedas la película y luego cuando la ves montada, son tres cosas totalmente diferentes, o sea, no eres capaz de ver hacia dónde va Alex. Y bueno, y el rodaje diario, pues solo te digo que el primer día yo acabé inconsciente en el hospital, primer día de rodaje, entonces me dio un golpe en la cabeza, justo rodábamos el primer día la salida de la cueva, todos corriendo, y pues me tropecé y esa fue mi bienvenida al rodaje. Pour moi, ce n'était pas la première fois, donc c'était un peu plus facile justement de pouvoir comprendre ce qu'il cherche à exprimer. Et quand j'avais lu le scénario, je lui ai dit mais qu'est-ce que t'ont fait les femmes? C'est incroyable, ta mère, ta sœur. Et finalement, après, quand on lit entre les lignes, on voit très bien ce respect dont il parlait avant des femmes, cette peur qu'il a des femmes aussi. C'est ça qu'on perçoit le plus. Le tournage, bon, ça a été fantastique, mais c'est toujours très, très étrange la différence entre le scénario, quand on lit le scénario, quand on tourne le film et quand on voit le montage après. Ce sont trois choses complètement différentes. Et là, vraiment, on découvre ce travail-là qui est fait et qu'on ne devine pas. Et le tournage a commencé directement par le premier jour, direct après à l'hôpital. C'est-à-dire que c'était le moment où ils sortaient, fuyaient tous de la grotte. Ça a été le premier jour de tournage. Et elle est tombée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Voilà, ça a commencé comme ça. ¿Fue más difícil el rodaje de Las Brujas o Balada Triste? No, de Balada Triste. Quel tournage était le plus dur, celui des sorcières ou celui de Balada Triste? Balada Triste porque, claro, era la primera película que hacíamos juntos y esta es la tercera, entonces ya le vas conociendo un poco más. Le premier, Balada Triste, parce que je ne le connaissais pas encore vraiment, c'était la première fois que je travaillais avec lui et depuis j'ai fait 3 films, donc c'est le 3e film, Brujas, donc c'est vrai que là ça allait un peu mieux. Aprovecho para agradecerle a Carolina que me soporte a esos niveles en el rodaje. Como ella ha dicho, en el primer día de rodaje terminamos en el hospital. Yo creía que ya no iba a poder no iba a poder rodar la película, ni iba a poder acabarla siquiera, porque el golpe fue tremendo, se quedó inconsciente. Y afortunadamente al día siguiente, gracias a, pues bueno, a que está hecha de mercurio, en vez de sangre tiene mercurio en las venas, al día siguiente estaba rodando. Y en Balada Triste, pues también el nivel de presión a la que se veía sometida pues era inmenso, ¿no? O sea, rodábamos una secuencia, por poneros un ejemplo, de 1000, o sea, no es que fuera ese día en el que ocurrió eso. O sea, después de lo que ha contado en Las Brujas, ocurrieron otras 8 cosas o 10 cosas parecidas, porque es así, el rodaje es así. Pero en el caso de Balada, en Balada Triste yo recuerdo que, por poneros un ejemplo, rodábamos con ella colgada de la cuerda, de la tela, y bueno, estuvo 2 meses aprendiendo a colgarse de la tela y hacerlo todo ella, ¿no? Pero el rodaje era tan tenso y tan rápido que no teníamos tiempo de bajarle de la tela. Sí, me acuerdo. O sea, no había tiempo de darle un respiro y decirle bájate, que no pasa nada y tal, y seguimos rodando luego, sino que estaba constantemente colgada de la tela, hasta tal punto que después de hacerle, claro, tú lo ves en la película y dices, bueno, pues se ha descolgado y ya está, pero imagínate que te descuelgas 15 veces. O sea, te sueltan y bang, caes una vez y otra vez y otra vez, así 15 veces. Entonces, en las últimas, Carolina dijo, necesito ir al baño para vomitar, porque ya no aguanto más, y le dije yo, no hay tiempo, trágate el vómito. Oh. Porque tampoco podía decirle vomita, porque se iba a manchar. Y entonces teníamos que cambiarle el vestuario. O sea bueno, pero es maravilloso porque si no, no tendríamos anécdotas, así que... Pero ese momento en el que le tienes que decir a alguien, trágate el vómito...
Je voudrais remercier Caroline justement pour me supporter durant le tournage et parce que c'est pas évident. Donc c'est vrai que le premier jour du tournage de Sorcière, elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'elle a eu quand même un coup à tel point qu'elle est tombée inconsciente. Elle a perdu. Elle s'est évanouie. Et donc, je ne savais pas si elle pourrait continuer à tourner le film. Donc, c'était vraiment très compliqué. Mais le jour suivant, eh bien, elle était là et elle a continué à tourner parce qu'elle n'a pas de sang dans les veines, mais du mercure. Dans Balada Triste, elle avait beaucoup de pression, évidemment. Elle était soumise à une grande pression. Et c'est vrai que je pourrais raconter un exemple entre mille, parce que dans Brujas, dans Les Sorcières, elle a raconté ce premier jour, mais il y a 10 autres exemples qu'elle pourrait raconter. Et dans Balada Triste, il y en a eu aussi pas mal, notamment un exemple où elle était toujours accrochée donc, à un tissu, puisqu'elle était acrobate dans le film. Et elle a pris 2 mois pour apprendre à le faire elle-même. Et dans le tournage, ça allait tellement rapidement qu'on n'avait pas le temps de la décrocher. Et elle restait là, accrochée tout le temps. Mais quand on l'a décrochée, et une fois, puis 2 fois, 15 fois de suite, à un moment donné, elle a dit, écoutez, là, il faut que j'aille aux toilettes parce que j'ai besoin de vomir. Et il a dit, non, on n'a pas le temps, tu ravales ton vomi parce que sinon, tu vas te salir et c'est pas possible. Et on va perdre du temps. Voilà. C'en est là. No estoy orgulloso de eso. Je ne suis pas fière de ça. Hein. Bon, merci Caroline, merci Alex. Muchas gracias. Vous allez revenir l'année prochaine. Et demain, je rappelle qu'il y a une séance de Sorcières à 16h en présence de Caroline, toujours et d'Alex. Merci beaucoup pour cette échange. Gracias. Muchas gracias.